la paix durable au Sahel et au Mali ne sera ni importée ni imposée. Je le répète, la paix durable au Sahel et au Mali ne sera ni importée ni imposée. Merci. Nous avons un immense plaisir de recevoir notre grand journaliste. J'ai l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux, dans les télés. Mais de le voir face comme ça, je pense que c'est déjà un grand privilège pour moi. Applaudissez pour Abdou Niang pour ces mots. Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de me trouver en face de vous. À un certain moment, aux États-Unis, c'était une honte d'accepter d'être noir. Une très grosse humiliation, sinon une malédiction. C'est dans un tel contexte de mépris pour une race qu'un intellectuel a osé lever la voix pour dire ceci: I am black and I'm proud of the black blood which flows in my veins. Je suis noir et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Et de la même manière, moi je suis très fier aujourd'hui de dire ici et ailleurs que je suis le produit de l'Université du Mali. L'étudiant malien tant dénigré. Or, la meilleure question, qu'avons-nous fait pour la formation de l'étudiant malien? Et il y a un fatalisme qui tend à gagner du terrain, faisant croire qu'un fils de pauvre ne peut pas réussir à l'école. Beaucoup de nos ministres, beaucoup de nos intellectuels sont la parfaite réfutation de cette absurdité, parce qu'il s'agit tout simplement d'une absurdité. J'ai étudié ici dans des conditions très très difficiles. Je vois un camarade de classe, Mamoutou Koulibaly, qui a fait la même classe que moi ici. J'ai quitté Ségou après les bacs en 2008 pour venir à la Flash. Et je venais à l'école avec 100 francs. J'avais le choix, à midi, acheter 50 francs de crème, manger et marcher pour retourner à la maison, soit gêner toute la journée et prendre la Sotrama pour rentrer à la maison. Et c'est dans ces conditions que nous avons étudié ici. Et je sais aussi les conditions dans lesquelles vous êtes ici, surtout pour ceux qui viennent des régions et des campagnes. Je vous encourage. Monsieur le doyen, toutes mes excuses, je tenais à faire ces rappels parce que me voyant en face des étudiants, ça m'a fait une forme de réminiscence. Je me vois comme étudiant quand j'étais là, avec toutes les souffrances que nous avons vécues ici, me remontent à l'esprit. Il fallait partager ça aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre qu'on peut passer de cet état pour réussir. Si Dieu le fait et si nous avons le cœur de se battre. Je vous remercie pour votre disponibilité et l'honneur que vous me faites de me recevoir à l'université aujourd'hui. Monsieur le ministre, c'est un réel plaisir pour moi de vous voir aussi physiquement aujourd'hui et j'espère qu'on va profiter de votre expérience. Aux représentants du ministère de la Jeunesse, de mon aîné Kassoum Fomba,
Je vous salue, je vous remercie. Mon cher aîné et frère aussi, M. Sempara, qui est une fierté pour moi. Parce que être recruté dans une université prestigieuse de la Guinée et avoir un pied à Bamako, organiser toutes ces activités au profit des étudiants, ça c'est franchement quelque chose qu'il faut saluer. Au-delà de l'universitaire, je vois tout simplement un patriote qui veut donner une chance à ses étudiants, à ses jeunes frères, à ses fils. Et je vous encourage. Je tenais à dire ces quelques mots. Je ne sais pas très bien parler. Je m'excuse pour les manquements possibles. Et je suis très heureux de me retrouver parmi vous et merci beaucoup. On a très bien profité du regard du juriste sur la thématique. Moi, je porterai plutôt un regard sécuritaire sur la thématique. Je souhaiterais avoir votre attention pour qu'après la conférence, quand vous rentrez à la maison, vous sachiez qu'est-ce qu'on s'est dit ici et qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement d'important. Parce que ce n'est pas pour rien que M. Sempara a décidé d'organiser cette conférence à l'attention des étudiants. Alors, diplomatie sécuritaire et stabilité régionale. Quel partenariat extérieur pour une paix durable au Mali et au Sahel? Dans cette thématique, nous avons un certain nombre d'expressions dont la compréhension est nécessaire avant toute chose. Nous avons la diplomatie. La diplomatie se trouve dans la politique étrangère de l'État. Il y en a qui confondent la politique étrangère et la diplomatie. C'est deux choses différentes. La politique étrangère, pour parler simplement, c'est ce qu'un État veut faire à l'international. La politique étrangère inclut les objectifs d'un État à l'extérieur. Ça peut être des objectifs sécuritaires, objectifs économiques, objectifs de développement, objectifs sur tout autre plan. La politique étrangère inclut également les décisions politiques et orientations du gouvernement pour l'extérieur. Les actions de l'État envers d'autres États. Ça peut être des sanctions, ça peut être des politiques agressives, ça peut être la coopération, etc. C'est ce qu'on appelle la politique étrangère d'un État. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un État veut à l'international? Ça s'est traduit par quoi? Par des représentations. Vous avez des ambassades à Bamako et vous avez les ambassades du Mali dans le monde. Et la politique étrangère est assurée de cette façon par des systèmes de représentation. La diplomatie, c'est l'ensemble des moyens et pratiques qu'un État met en œuvre pour obtenir ses objectifs à l'international. La politique étrangère définit les orientations, qu'est-ce qu'un État veut, et la diplomatie, ça c'est la pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'on veut à l'international? Ça passe par la négociation, ça passe par le dialogue, etc. Par exemple, un État qui fait une alliance, le Mali avec le Burkina et le Niger, c'est la politique étrangère. Le partenariat avec la Russie, la Chine, c'est la politique étrangère de notre État. Mais quand le ministre ou l'ambassadeur va négocier un accord de paix, un traité commercial, un traité dans le domaine de la défense, il fait la diplomatie. On parle aussi de la diplomatie publique. La diplomatie classique, ça c'est entre États. Mais un État peut ne pas passer par un autre État pour obtenir ses intérêts. Il s'adresse directement aux populations du monde
ou aux populations d'un État, sans passer par son État. C'est ça la diplomatie publique. Ça se fait avec des médias. Ce n'est pas pour rien que RFI parle Bambara, Full Day. C'est pour s'adresser aux Maliens sans passer par le gouvernement, en vue d'influencer les Maliens pour ses intérêts, pour son image, pour son rayonnement international. Ce qu'on appelle le soft power, influencer pour ses intérêts. La diplomatie publique passe par l'octroi des bourses d'études. Ce n'est pas pour rien qu'un État donne des bourses aux étudiants d'un autre État ou aux militaires d'un autre État. C'est en quelque sorte les influencer. Alors, l'influence passe également par les centres culturels que vous voyez ici, les festivals, etc. Ça, la diplomatie publique. Nous parlons maintenant de la diplomatie sécuritaire. De quoi s'agit-il? Un État est confronté au défi de l'insécurité, le crime organisé, le trafic de drogue et d'armes, les menaces sur l'intégrité du territoire, la défense de la souveraineté, et également la lutte contre le terrorisme, la prévention des conflits. Voilà les objectifs de la diplomatie sécuritaire. Un État, face à des défis comme ça, cherche les moyens d'empêcher le conflit. Ou si le conflit éclate, c'est donner les moyens de se défendre. Je vais chercher quel État pour renforcer mon armée. Je vais chercher quelle coopération pour renforcer les institutions, la justice, la police, les services des douanes. Je vais chercher quel service pour améliorer l'éducation dans mon pays, pour que les jeunes ne basculent pas dans l'idéologie radicale. Voilà, entre autres, les objectifs de la diplomatie sécuritaire. La diplomatie sécuritaire passe par la coopération militaire, le partage des renseignements, la signature des accords de défense, la formation des militaires, etc. Nous avons le renforcement des institutions et ça se passe par d'autres canaux du tout. Maintenant, comment cela se manifeste au Sahel et au Mali? Avant d'arriver à la proposition que j'ai. Parler de la diplomatie sécuritaire, ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi une question de souveraineté, une question des alliances. Si vous prenez les Sahel, nous avons des organisations terroristes. Nous avons des groupes criminels qui sont dans le trafic de drogue, le trafic d'armes et d'autres trafics très dangereux. L'État du Mali a été déstabilisé et le Sahel avec lui, remettant en cause les fondements même de la République et l'intégrité du territoire. On vous dit que l'État a le monopole de la violence, mais il se trouve d'autres acteurs sur le territoire de l'État qui ont aussi des capacités d'user de la violence contre les forces armées et de sécurité, contre les populations civiles. La réponse a toujours été quoi? Recourir à Alger pour discuter entre l'État du Mali et les groupes rebelles. Qu'est-ce que cela a donné? D'accord en accord, le Mali a démilitarisé une bonne partie du nord, abandonnant 700 000 km² de son territoire au profit des organisations criminelles et terroristes, et même d'autres services secrets, notamment algériens. ATT l'a dénoncé en 2009 devant le corps diplomatique. La solution, c'était quoi aussi? La France et l'ONU qui sont intervenus en 2013 pour sécuriser le Mali, rétablir l'intégrité du territoire. Une décennie après, on s'est rendu compte que ce partenariat n'a pas porté ses fruits et le peuple a déchanté. Résultat, rupture de confiance, les forces occidentales ont été remerciées, poussées à la porte au profit d'un nouveau partenariat jugé par les autorités du Mali et du Sahel sincère et fructueux. La Russie, qui forme nos militaires, qui a une présence militaire, qui nous vend des équipements sophistiqués. La Chine et la Turquie également, qui ont un partenariat avec nous dans le domaine économique,
et dans le domaine militaire. Mais la question, est-ce qu'il suffit de changer de partenaire pour ramener la paix au Mali et au Sahel? Après 4 ou 5 ans de présence russe, chinoise, on s'est rendu compte que la paix n'est toujours pas au rendez-vous. Parce que le problème est complexe, multidimensionnel, pas seulement militaire et sécuritaire. Il faut la gouvernance, il faut la justice, il faut la réconciliation au sein des communautés. Alors, qu'est-ce que moi je propose comme solution? Ça répond à la question de la thématique « Quel partenariat extérieur pour une paix durable au Mali et au Sahel ?» J'ai dégagé 3 principes qui peuvent nous aider à avoir un partenariat important, positif pour nous. D'abord, il faut que dans notre partenariat, il y ait l'exigence de souveraineté stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les partenariats doivent servir les priorités nationales et non les agendas extérieurs. Quand vous collaborez avec une puissance étrangère dans le domaine militaire, ça donne accès à vos ressources. L'or, le diamant, le pétrole, ce n'est pas pour rien que cette puissance aussi vient. Et s'il y a une dépendance vis-à-vis de cette puissance, ça compromet la souveraineté parce que cette puissance va essayer d'imposer son agenda. Et là, si vous ne faites pas attention, vous aurez tout simplement fait changer de maître pour quitter une dépendance vers une autre dépendance. C'est pourquoi il faut insister sur la souveraineté stratégique, que le partenariat serve les priorités nationales. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'équilibre. On parle de diversifier les partenaires. Je suis très d'accord avec cette logique, mais il ne faut pas s'aligner aveuglément avec les partenaires aussi, même si c'est assez diversifié. Le Mali doit rester maître de ses choix, malgré la multitude de ses partenaires. Le Sahel aussi doit exiger de même. Et enfin, il faut une approche globale. La sécurité ne se limite pas aux armes. Elle passe par l'éducation, l'emploi, la justice, la confiance entre l'État et les citoyens. Donc, il faut une politique répressive contre la corruption et l'impunité pour asseoir la légitimité des institutions. Je sors de ce discours avec le temps n'est pas... avec 2 messages. Je sors de cet exposé avec 2 messages. Le premier message, la paix durable au Sahel et au Mali ne sera ni importée ni imposée. Je le répète, la paix durable au Sahel et au Mali ne sera ni importée ni imposée. Elle sera construite par des États forts, des sociétés résilientes et des partenariats intelligemment choisis. Deuxième message. Le véritable enjeu de la diplomatie sécuritaire n'est pas avec qui coopérer, à mon entendement, mais dans quel objectif stratégique? Coopérer dans quel objectif stratégique? Qui est en face n'est pas le plus important, mais quel objectif stratégique? C'est ça le plus important pour moi. Et cet objectif stratégique doit être clair. Un Sahel stable, souverain, acteur de son propre destin. Telle doit être la vision stratégique dans notre diplomatie sécuritaire. Maintenant, pour ne pas conclure du tout, je dirais que le Sahel, ce ne sont ni les Russes, ni les Chinois, encore moins les Turcs, les Français ou les Américains qui apporteront la paix au Mali, au Burkina, au Niger et au Sahel. Jamais. Ce sont plutôt les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Sahéliens qui devront construire une paix durable au Mali, au Burkina, au Niger et au Sahel. J'espère que vos questions nous permettront d'élargir ces débats. Et sur ce, je vous remercie.
Moi, je réponds à l'identité de Kone Khadija. J'ai une question adressée à M. Nyank. Khadija Kone, vous avez parlé de la diplomatie sécuritaire. J'aimerais savoir, la diplomatie sécuritaire ne remet pas en cause la souveraineté d'un État. Et la deuxième question, quels sont les défis de la diplomatie sécuritaire? Défis de la diplomatie sécuritaire. Ok. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Abdoulaye Dambélé. Je suis étudiant. Ma question c'est... Je vais poser ma question au journaliste Abdoul Niang. Vous avez parlé de coopération sous-régionale. Donc j'aimerais savoir jusqu'à quel niveau le Mali a-t-il besoin de coopération sous-régionale pour contrer la menace terroriste? Voilà, merci. Au regard surtout de la dangerosité du phénomène du terrorisme et le jeu d'intérêt de la géopolitique, quels sont les mécanismes ou bien les perspectives qui pourraient être envisagées par l'État malien afin de collaborer sur le plan régional et sur la scène internationale? Et quels sont les mécanismes que l'État malien doit mettre en place pour surmonter les obstacles que vit le Mali aujourd'hui? Puisque nous, les Maliens, on se dit patriotes, on veut un changement, mais nous ne sommes pas prêts pour ce changement. Ma troisième question s'adresse à M. Abdoul Niang. Il avait évoqué que ni la Russie ni la Chine ne pourraient instaurer la paix au Mali à la place des Maliens. Alors, on constate aujourd'hui une véritable manque de confiance entre nos autorités et nos populations. Alors, qu'est-ce que lui, en tant que journaliste, il préconise pour instaurer une confiance véritable entre les autorités et les populations? Je vous remercie. Ousmane Cissé. Oui, Ousmane Cissé. Oui, je suis masterant en genre et développement. Comment le Mali peut-il construire une paix durable avec des partenaires extérieurs sans tomber dans une dépendance stratégique? Merci. Amadou Diarra a posé une question très importante. La paix durable, est-ce qu'il y a absence de guerre ou justice sociale? On parle de paix durable quand ce n'est pas une paix éphémère. La paix durable sous-entend la consolidation de la paix. Ça suppose de s'attaquer aux causes du problème. Il y a les causes et les facteurs du problème. Quand on résout les facteurs et laisser la cause structurelle du problème, on n'aura pas de paix durable. La paix durable s'entend par la résolution des racines du problème. Donc c'est de cela qu'il s'agit. La multiplication des partenaires sécuritaires au Sahel. Comment construire une paix avec des partenaires sans tomber dans une dépendance? C'était le cas avec la France. C'était plus une coopération, une simple coopération, c'était un rapport dominant-dominé. C'était une forme d'occupation de notre territoire en violation de la souveraineté, où on empêchait même l'accès à certains espaces, à certaines portions de notre territoire. Ça, c'était une remise en cause claire de notre souveraineté et même de l'intégrité du territoire. Quand la France intervenait, le MNLA n'était pas à Kidal. C'est Serval qui a amené le MNLA à Kidal et empêché l'accès de cette ville à l'armée malienne. Donc une force censée rétablir l'intégrité du territoire contribue davantage à légitimer la remise en cause de l'intégrité du territoire. Et donc, ça veut dire que souvent, il faut savoir choisir les partenaires et définir, exiger les priorités nationales, sans quoi le partenariat deviendra une dépendance compromettante pour la souveraineté. Ousmane Cissé, oui, manque de confiance entre l'État et les citoyens, je ne sais pas si c'est exactement le cas. Comment réconcilier
C'est vrai, l'efficacité de toute action publique réside dans sa légitimité. Même l'action des forces armées et de sécurité, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit légitime. Il faut que les populations se reconnaissent en elle, que les populations aient confiance en elle. Mais si l'action de l'armée est perçue par une portion de la population comme une agression contre leur communauté, un massacre contre leur communauté, etc., c'est un danger pour l'action militaire et même pour la stabilité et l'unité nationale. Donc il faudra, c'est pourquoi à chaque fois on parle en matière de lutte contre le terrorisme, de gagner les cœurs et les esprits des populations. Dans chaque discours officiel, surtout de l'armée, on dit que la population est le centre de gravité, c'est-à-dire au centre de toutes les actions et de toutes les politiques. Il faut que la justice soit distribuée de manière convenable, parce que certains ont pris des armes contre l'État, non pas par une ferveur religieuse, mais c'est parce que la justice a posé des actions qui ont créé des frustrations. Il y a la corruption des agents publics qui ont discrédité l'État dans certaines zones. Et cela a profité aux organisations terroristes qui ont installé une administration parallèle jugée plus efficace par la population que l'administration publique. Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut des réformes pour que l'administration publique soit à la fois efficace et légitime. Monsieur Maïga a aussi posé une question. Quel mécanisme de coopération régionale et internationale pour une paix durable? L'exemple, ça c'est... Le Mali s'est retiré du CEMOC de l'Algérie parce que le Mali a donné le droit de poursuite à l'Algérie pour poursuivre les terroristes sur notre territoire. L'Algérie n'a jamais fait usage de ces droits. Mais l'Algérie empêche l'armée malienne de poursuivre les terroristes sur son territoire, qui est devenu un sanctuaire pour ces organisations terroristes. Et pour cause, parce que ce qu'on appelle ACMI, Yadagali, sont une fabrication du DRS algérien, les services secrets algériens. Ça a été dénoncé par un officier de renseignement malien, le colonel Lemana Ould. Le lendemain, il a été abattu chez lui à Tombouctou, après avoir dénoncé les services algériens. Il est l'heure? Oui, mais... D'accord. Donc, la création de l'AES en lieu et place du G5 Sahel est une réponse de coopération régionale pour lutter contre le terrorisme. Madi Dambélé a posé sa question au ministre. Kadiatou connaît diplomatie sécuritaire et souveraineté. C'est pourquoi j'ai dit, effectivement, il ne faut pas que ça soit une dépendance. Il ne faut pas du tout dépendre. Et il faut que cette diplomatie sécuritaire serve les priorités nationales. Et il faut que le pays reste maître de ses choix pour que cette diplomatie ne soit quand même une atteinte à notre souveraineté. Abdoulaye Kaboré, jusqu'à quelle mesure le Mali a besoin de coopération régionale pour lutter contre le terrorisme? Parce que la menace terroriste est transnationale. Les terroristes sont au Mali, ils ont une partie de leur branche en Algérie, leur branche financière se trouve à Dubaï, les transactions se font. Donc le Mali seul ne peut pas lutter contre un tel phénomène. Il faut que les autres États acceptent d'aider le Mali en les dénonçant, en bloquant les fonds et en poursuivant ou bien en extradant les membres de ces organisations terroristes vers la justice malienne pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Sans quoi, la lutte va prendre certainement des coups. Guéneba Sanogo a posé sa question au doyen. Et la dernière question, Mamadou Keïta, quel mécanisme pour surmonter les obstacles, sachant que les Maliens ne sont pas prêts pour le changement? Il faut éduquer le peuple. Il faut éduquer le peuple. Il faut former aussi la jeunesse. Il faut aussi conscientiser. Et si vous ne conscientisez pas, vous ne formez pas votre peuple, d'autres personnes viendront investir le champ de l'éducation pour leur inculquer d'autres valeurs. Et c'est ce qu'on a vu. À Mopti, il n'y a pratiquement pas d'école. Dans le nord du Mali, il n'y a pratiquement pas d'école. Ce sont les Mendersa, les écoles coraniques, qui ont pris la place de l'école publique. Et conséquence, ils ont donné une idéologie radicale aux enfants. Ce sont ces enfants qui brûlent les citernes aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui tuent leurs propres parents parce qu'ils refusent qu'ils s'engagent
dans les djihad. Ils pensent qu'en tuant leurs parents, ils vont au paradis, comme l'a fait le calife Omar pour aller au paradis. Il y en a qui sont prêts à mourir, qui sont même pressés à mourir parce qu'ils pensent qu'après leur mort, ils vont avoir, pardonnez-moi, 70 vierges au paradis. Ils croient fermement à ça. C'est la conséquence de l'inculcation d'autres valeurs. Parce que si l'État ne forme pas ses enfants, d'autres personnes viendront leur faire croire n'importe quoi. Et Voltaire le dit, celui qui peut vous faire croire en des absurdités pourra vous faire commettre des atrocités. Et c'est le cas aujourd'hui, malheureusement. Merci. Je vous remercie vraiment pour la patience et l'attention accordée. C'est une très grande opportunité que M. Sempara, le doyen, vous donne de cette façon, parce que c'est très rare de voir la conférence dans les milieux universitaires, alors que ça doit être partie intégrante du cursus universitaire. Heureusement qu'une telle initiative est organisée régulièrement par M. Sempara, en coordination avec le département universitaire. Je salue tout le monde et que chacun puisse regagner son domicile sain et sauf et qu'on se retrouve la prochaine, Inch'Allah, que Dieu bénisse le Mali et apporte la paix durable dans le Sahel et dans le monde. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. Merci le drapeau beaucoup. là, vous l'avez. Ah ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou Diack.